Tout d'abord, au nom du collectif du Carnaval des Possibles, sincèrement, merci François de nous recevoir dans cette célèbre cuisine. Alors j'attaque tout de suite une première question. Dans la période actuelle, le coronavirus est la démonstration et la conséquence des dérèglements du monde. On peut le dire comme ça. Pour construire des alternatives pour un monde plus juste, plus durable et plus fraternel, c'est le but de notre Carnaval des Possibles, il est important de savoir contre quoi et contre qui on se bat. Dans ton dernier livre, Leur folie, nos vies, tu le présenteras, tu abordes toutes ces questions. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ton livre et puis ce cheminement Voilà. Non. J'avais fait un précédent bouquin qui s'appelait Il est où le bonheur ? Et je crois que ce livre-là a finalement été un bouquin sur la crise de sens, c'est-à-dire sur un sentiment d'absurdité quand on vient de nous répéter en permanence concurrence, croissance, mondialisation, et qu'on voit bien qu'à ça, à la croissance, il faudrait substituer sans doute davantage de partage, à la concurrence de l'entraide, à la mondialisation de la relocalisation. Donc ça, c'était le bouquin d'avant, c'est-à-dire le sentiment qu'on peut avoir d'être tous comme des hamsters dans une cage, à pédaler, 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 et à perdre le sens, travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, et ainsi de suite, et à perdre le sens de ce qu'on pourrait faire en commun pour vivre mieux, quoi, simplement, pour avoir le droit au bonheur, le mot bonheur, un mot qui a disparu du discours politique. Bon, et là, je crois que... Sur cet aspect, pour que tu donnes bien tes références en même temps, indépendamment de ce sentiment, tu t'appuyais sur des études, je crois, sur le fait qu'il n'y avait plus aucun rapport, c'était décorrélé entre le niveau de croissance. Dans les pays développés, depuis les années 70, il y a une décorrélation entre le PIB, le produit intérieur brut, et le bonheur. Alors le bonheur, ça peut être l'espérance de vie, ça peut être les indices de bien-être, ça peut être le taux d'obésité, ça peut être le taux de suicide, ça peut être le nombre d'incarcérations et tout ça. Mais auparavant, plus il y avait de croissance, plus en effet ça amenait à l'élévation de ça. Et en gros, depuis les années 70, dans les pays développés, il n'y a plus de lien entre les deux. Mais ça se voit aussi autrement, c'est que dans les pays sous-développés ou en développement, il y a encore un lien, il faut le dire. Il y a encore un lien entre croissance et espérance de vie, entre croissance et bien-être. Pourquoi ? Parce que les premiers dizaines de milliers d'euros de PIB par tête, en gros, qui peuvent être gagnés, ça va être consacré à l'éducation, ça va être consacré au logement, ça va être consacré à la nourriture, bref, ça va être consacré à un certain nombre de besoins essentiels. Mais au-delà de 20 000 dollars, en gros, par tête de pipe, entre 20 et 30 000 dollars, quand on augmente le niveau de vie, on n'augmente pas en même temps la qualité de vie. Alors ça, évidemment, c'est très disparate parce qu'à l'intérieur d'une même société, par exemple les États-Unis, c'est une société qui est très inégalitaire, donc il y a des indices de bien-être catastrophiques et il est évident qu'à l'intérieur de cette société-là, il y en a dont les besoins essentiels ne sont pas remplis. Donc voilà. Mais en effet, il y a une décorrélation et donc finalement, le plus qui signifie du mieux, ce qui a valu grosso modo pendant le 19e siècle, pendant un bon moment du 20e siècle et tout ça, il y a une cassure à partir des années 70. Et donc, il y a une crise, mais qui est presque pour moi de l'ordre de la crise métaphysique, en plus de la crise économique, sociale, climatique dont on nous parle, c'est une crise de sens. Donc ça, c'était mon précédent bouquin. Et là, je fais Leur folie, nos vies, d'abord pour s'occuper pendant le temps du confinement. Et puis on est dans un espèce de défi littéraire qui se dit, bon voilà, je ne sais pas le temps que ça va durer, mais mon objectif, c'est que quand on nous déconfine, le livre est terminé. J'ai terminé la veille, je crois qu'on a été déconfiné le 11 mai, il me semble. 11 mai, J'ai terminé, enfin la première version, en tout cas le 10 mai au soir. Donc voilà, il faut s'occuper. Il y avait un deuxième truc, c'est que je sais que la vie politique et puis même la vie maintenant, c'est devenu comme un espèce de poisson rouge dans un bocal, il fait un tour et il est oublié. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se sont produites pendant ce temps de confinement que au fond, dès maintenant, on a déjà oublié. La chronologie, comment ça s'est passé, des polémiques sur les masques, mais aussi comment ont vécu les gens. Gardez en mémoire que moi, je ne pouvais pas aller faire du footing
le long du chemin de halage. Alors je trichais, voilà, et je me levais tôt le matin pour aller faire un footing quand il n'y avait personne à croiser et tout ça, avec mon papier. Mes gamins, on pouvait aller sur le petit chemin en béton, on n'avait pas le droit d'aller dans le parc, sachant que moi j'ai pas de jardin à moi. Bon voilà, et puis des témoignages recueillis, des appels que je reçois, des auxiliaires de vie sociale, de menuisiers, ainsi de suite. Ben, on nous fait reprendre le boulot, on nous fait plus reprendre et tout ça. Bon, et donc déjà, garder la mémoire. On a un rôle de garder la mémoire de comment les choses se passent et de ce moment où les dirigeants ne savent plus quoi faire, quoi, et on les voit perdus, même s'ils reprennent le manche. Bon. Et ensuite, profondément, mais ça je m'en rends compte au fil de mon écriture, je fais un livre là sur la crise de direction. Donc, je disais crise de sens, crise de direction, c'est-à-dire dans un moment comme celui-là, on voit qu'on n'a pas de masque, pas de surblouse, pas de gel hydroalcoolique, qu'on est à poil. Et que nos dirigeants sont incapables de répondre à ces besoins essentiels et quand même très primaires. Et que du coup, les masques, il y a un certain nombre de gens qui le font à domicile, et pourquoi pas, mais même ça aurait pu être organisé, ça n'est pas organisé. Moi, j'ai un besoin de surblouse pour l'hôpital d'Abbeville dans mon coin, et tout ce que me propose le gouvernement, c'est d'aller sur une plateforme de B2B, de business to business. Finalement, c'est ma mère, ses copines, d'autres personnes à Abbeville, des bénévoles qui fabriquent des blouses à domicile. Donc, et ça n'est même pas organisé. Ça vient d'en bas, bon bah tant mieux on peut dire, mais quand même ça montre ses limites pour couvrir les besoins paramédicaux de la population. Donc là on vit un moment de crise de direction, c'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas capables de diriger. Ça n'est pas l'effet du hasard, ça n'est pas une coïncidence, ça a une cause. C'est qu'ils croient en la main invisible du marché. Le marché, je ne dis pas que moi qu'il faut un monde sans marché, mais on ne peut pas en permanence faire confiance à la main invisible du marché et de penser que automatiquement, dans une crise comme celle-là, eh bien, à la fois les capitaux, l'énergie, la main-d'œuvre, les savoir-faire vont d'eux-mêmes, sans que l'État, le gouvernement ait à les diriger, qu'ils vont d'eux-mêmes aller se diriger vers la production de masques, la production de surblouses, la production de gel hydroalcoolique. Donc, à un moment, il y a besoin de diriger. Il y a besoin de diriger l'économie, il y a besoin de diriger les capitaux, les savoir-faire, la main-d'œuvre et tout ça, vers les besoins essentiels à la population. Une traduction de ça, c'est un échange que j'ai par exemple avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à la reconquête industrielle, et je l'interroge par Zoom, puisque c'est aussi le grand temps du Zoom, où on est par écran interposé, je l'interroge et je lui demande, mais alors, là, il y a des produits, des médicaments que les médecins n'ont plus dans les hôpitaux pour soigner les gens en phase terminale, pas seulement du Covid, mais de tout le reste. Est-ce que vous avez demandé à Sanofi où ils allaient les produire, s'ils rapatriaient des lignes de production, s'ils augmentaient leur production, ainsi de suite. Elle me dit non, en gros, elle me répond, on peut faire confiance à Sanofi. Moi, je fais pleinement confiance à Sanofi pour faire des profits. Je fais pleinement confiance à Sanofi pour diriger vers sa production, vers ce qu'il y a de plus rentable. Je ne fais pas confiance à Sanofi pour remplir les besoins de la population en médicaments. Si c'est des médicaments qui ne sont pas rentables, ils ne le feront pas. Voilà les deux logiques qui s'opposent. C'est en gros, est-ce qu'aujourd'hui on fait pleinement confiance à la main invisible du marché, ou bien est-ce qu'on pense qu'il faut donner une direction? Ça ne veut pas dire que tout doit être nationalisé, mais que, alors la comparaison avec ça, c'est Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si Roosevelt avait attendu que le marché produise naturellement des bombardiers, des tanks, des porte-avions, jamais on n'aurait eu de bombardiers, de tanks ni de porte-avions, jamais dans cette quantité-là en tout cas. Mais il a fallu diriger dans une économie capitaliste, mais il a fallu diriger la main-d'œuvre, les capitaux et tout ça vers une économie de guerre. Et moi, ce que je pense aujourd'hui, au-delà du Covid, qui n'en est qu'un symptôme et une petite traduction, c'est qu'on devrait être en économie de guerre climatique. Mais c'est pas d'eux-mêmes, quand on voit qu'ils sont incapables, eux, de produire des masses, du gel hydroalcoolique et des surblouses, on imagine bien leur incapacité à prendre en charge des décisions pour faire basculer l'agriculture, faire basculer l'énergie, faire basculer les transports, faire basculer l'industrie. Donc voilà, pour moi, la crise du Covid est une traduction. Quand on n'arrive pas à produire des masques, quand on n'est pas foutu de s'organiser, de diriger pour produire ça,
comment on peut espérer avoir une véritable rupture écologique, quoi. Crise de direction, tu dis. Je sais, pour avoir lu un petit peu, et puis te connaître par vidéo interposée, que donner la parole aux petites gens, c'est ta marque de fabrique. Le contact avec la population, ça te nourrit, c'est ce que tu le dis souvent. Pendant le confinement, tu as rencontré beaucoup de ces petites gens, ces premiers de corvée. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as entendu, enfin les faits saillants en quelque sorte, mais surtout ce que tu en as retenu. On devait interviewer Dominique Médac qui a travaillé sur cette question-là. Pour l'instant, elle a décliné, on fera ça ultérieurement. Ces premiers de corvée, la nécessité de revaloriser tous ces métiers, etc. Tu as travaillé sur ces questions-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi, au tout début de la crise du Covid, mais vraiment, ça lui a déclenché le jeudi qu'on a dit que les gamins ils iraient plus à l'école le lundi ou un truc comme ça. Et le vendredi, j'ai dû aller faire mon footing. Et déjà, ou le lundi matin, tout le monde était supposé être confiné. Le footing n'était pas encore interdit. Là, je le dis parce que c'était en plein jour. Le confinement a démarré le mardi à midi. Le confinement démarre le mardi à midi. Et le mardi matin, je fais mon footing. Mais là, encore autorisé et tout ça. Bon. Et je passe devant des bâtiments qui sont en rénovation. Et je vois des ouvriers par dizaines en train de faire les travaux, mettre des parpaings, des vitres et ainsi de suite. Et je rentre chez moi et je me dis, mais attendez, c'est fini ou c'est pas fini? Donc je lance une recherche, puis je tombe sur des trucs qui disent bien que au fond, il y avait une hésitation sur le fait de ce qu'il fallait faire pour les travailleurs manuels. Et on a bien vu que... Et donc j'ai des copains, enfin un syndicaliste de Valeo que j'appelle et qui dit, bah oui, nous, on a dû se mettre en grève parce qu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait rien sur le site. Et donc on a débrayé, on allait devant l'immeuble de la direction parce que sinon, alors qu'il y avait eu 8 cas de Covid déjà déclarés chez Valeo, donc c'était quand même un cluster, quoi. Mais les gens continuaient de travailler normalement, Amazon et ainsi de suite. Donc on voyait bien que on pouvait se mettre en télétravail. Là, c'était une logique de classe, quoi. Il y avait une classe qui pouvait se mettre en télétravail sans difficulté et il y a les autres qui devaient continuer à bosser. Donc finalement, il y a eu un temps, on a quand même aussi arrêté un petit peu le reste. Et on a leur redonné du gel, des normes de 1 mètre et tout ça. Mais de toute façon, de manière générale, ce qu'on a vu, ça a été que la France a continué de tourner avec ses auxiliaires de vie sociale, ses assistantes maternelles, ses caissières, ses éboueurs, ses transporteurs, ses plateformes logistiques et puis tout ça. Parce que Macron, dans un instant de lucidité, parce qu'il y en a eu quelques-uns dans ce moment-là, et c'est aussi le devoir de mémoire, c'est aussi le devoir de graver dans le marbre ce qu'ils ont raconté à ce moment-là pour leur ressortir et leur ressortir. Mais c'est ces métiers indispensables et néanmoins très mal rémunérés et fort peu reconnus. Bon, ben voilà, tout était dit en une phrase de Macron. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que ces métiers soient mieux rémunérés et soient mieux reconnus? Or, pour l'instant, dans le plan de relance, par exemple, il n'y a pas l'ébauche d'une amorce d'une revalorisation de ces métiers. C'est pas du tout ça le truc. Le MEDEF est content. J'ai pas entendu des manifestations de joie des femmes de ménage, quoi. Tout à fait. Après, ma marque de fabrique, moi j'essaye de faire le lien, je le disais déjà quand j'étais reporter chez Mermet, entre les pieds sur le terrain et la tête dans les idées aussi. Et c'est un espèce de lien qu'il faut faire. Parce que sinon, le terrain lui-même, il est souvent complètement désespérant. La réalité, elle est désespérante. C'est comme ça, et ça pourrait pas être autrement. Et le fait d'avoir en même temps donc, des entretiens avec Paul Jorion, Dominique Bourg, Dominique Médac, tu citais, tout ça, Cynthia Fleury, ça fait qu'on a la tête qui permet de mener le réel en se disant qu'il y a d'autres mondes sont possibles. Ça a été autrement avant, il y a des ailleurs où c'est autrement, et donc ça peut être autrement demain, quoi. Tu cites Dominique Bourg, on est avec lui cet après-midi. Aussi pour les mêmes raisons. Je vous lui passerai le bonjour. Il est à Paris? Non, par Skype, par Zoom. Vous lui Zoom. passerez le bonjour de ma part. Tout à fait. Je me permets de réinsister sur une chose, c'est que sur ce que tu as vu avec ces petites gens, il y a eu quelque chose qui a été quand même extraordinaire, enfin, dont beaucoup ont parlé, c'est sur cette capacité d'autonomie, de solidarité et d'entraide.
Je dis ça, c'est pour qu'il y ait dans cette période qui est un peu compliquée, je dirais une vision optimiste des choses. Tu l'as perçu, toi, dans ta circonscription? Bah oui, c'est évident. D'abord, j'ai un problème avec le mot petites gens. Excuse-moi, mais je te le dis. Oui. Ça fait quoi? Il y a un bouquin de Jean Rouault, donc un écrivain, qui a écrit, qui note dans un petit truc que ses parents étaient de conditions modestes, quoi. Et il note qu'il a toujours détesté cette expression petites gens. Et je veux dire qu'il y a les gens et voilà, voilà, c'est Je suis d'accord avec toi. Sur mon papier, c'est avec des guillemets. Bon, et c'est justement pour renforcer voilà. cette manière de dire. D'accord. Donc, oui, bah, je te disais, moi, le premier appel que j'ai eu, ça a été. Non, la première amorce que j'ai eue de cette entraide-là, mais c'est venu assez tôt, c'est une personne donc j'ai fait un film Merci Patron qui raconte l'histoire d'une entreprise du nord de la France, ECCE, sous-traitant de LVMH, dont toutes les ouvrières, parce que ce sont des femmes, très peu d'hommes, se font licencier. Et j'ai un appel avec Gloria qui, très tôt, s'est mise à fabriquer des masques et explique comment il y a des commandes qui lui ont jetées par-dessus sa barrière pour ne pas croiser les gens, et comment elle pose les masques sur le dessus de sa grille et les gens viennent les rechercher parce qu'elle avait conservé son savoir-faire de couturière. Mais après, j'ai Annie, qui est auxiliaire de vie sociale ici dans la Somme, qui, étant à risque, avait arrêté de faire son travail, mais qui passait ses journées à faire de la couture pour toutes ses collègues. Mais on a à l'hôpital d'Abbeville, bon alors c'était un énorme truc, hein, la mise en branle par centaines et par centaines de surblouses, la fabrication de surblouses, et y compris du personnel de l'hôpital, comme s'il n'y avait pas assez de travail, sur ses heures libres, fabriquer des surblouses pour ceux qui étaient en secteur Covid. Donc c'est évident que ce temps-là a été un temps d'entraide. Maintenant, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Pablo Servigne et de Gauthier Chapelle sur l'entraide. Je crois que c'est avec Gauthier Chapelle qui le fait. C'est avec Gauthier Chapelle. Ouais. Et Pablo, on attend sa réponse. Bon, ben, c'est un livre qui est formidable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus ces dernières années. Hein. Il raconte bien comment, dans tous les moments de crise intense, bombes qui explosent et ainsi de suite, ce qui se passe, c'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire le tous contre tous, la guerre pour la survie et tout ça, mais au contraire, c'est des moments de cohésion où il y a du groupe qui se retrouve pour revenir aux besoins essentiels, quoi. Donc ça, c'est un motif d'espoir. Mais le livre de Pablo Servigne étant lui-même un motif d'espoir, hein, parce que ce qui montre c'est qu'on n'aperçoit pas le continent immense de l'entraide qui est déjà là sous nos yeux. Ce qu'on nous raconte, le récit qui domine, c'est en permanence la concurrence, la compétitivité, la guerre de tous contre tous, et ce qu'il montre. Mais alors c'est vrai, je vois des arbres devant moi, c'est vrai sur les arbres qui ne sont pas seulement en compétition entre eux, mais qui cèdent les uns les autres pour pousser, donc c'est vrai dans le vivant. Et il montre que même le Darwin finissant, le Darwin des premiers temps, il fait ses études en fait dans des zones qui sont très chaudes. Hein. Je me demande si ce n'est pas les îles Galapagos, vous vérifierez que je vais dire des bêtises. Mais dans des îles qui sont très chaudes. Et donc il y a abondance. Il y a abondance de soleil, il y a abondance d'énergie, il y a abondance de tout. Et donc du coup, ce qui va dominer, ça va être la guerre entre les espèces qui est possible parce qu'il y a abondance. Et Kropotkin fait des études, lui, en Sibérie, là où il n'y a pas abondance, là où c'est quelque chose de très dur, et ce qui saute aux yeux de Kropotkin, c'est l'entraide. Et le Darwin finissant en avait convenu lui aussi qu'il y avait en fait au-delà de la sélection naturelle des espèces, il y avait aussi la sélection, elle se faisait aussi parce qu'il y avait des espèces qui parvenaient mieux à être solidaires les unes avec à l'intérieur de l'espèce, et ça permettait à l'espèce de survivre, quoi. Tout à fait. On est sur un format 20 minutes. Donc, voilà, dernière question. Voilà. Valoriser, mutualiser, multiplier les alternatives locales, ce que nous faisons dans l'Oise avec le Carnaval des possibles. On mettra l'affiche à l'écran. C'est important, mais il nous semble que ces initiatives ont leurs limites si elles ne s'articulent pas avec une réflexion politique plus globale.
sur les questions climatiques, ce que tu as abordé. Quelle est ton analyse en tant que député qui justement partage ce temps entre le local et puis le national en quelque sorte? Bon, moi je ne suis pas devenu député par hasard, c'est parce que je crois à la loi, je crois aux règles, qu'on se fixe collectivement et qu'on respecte collectivement. Mais il y a un dépassement dialectique d'une contradiction. Il ne faut pas rejeter le colibri qui fait ce qu'il peut dans son coin avec une AMAP et tout ça, contre la transformation du capitalisme à l'échelon international. Il faut regarder qu'il y a des chemins pour conjuguer les deux, et il ne faut pas se couper soit de ses jambes, soit de ses bras, quoi. Je raconte toujours comment s'est fondée la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle se fonde parce qu'au départ, il y a des accidents dans des usines, et les gars font des caisses de solidarité. Puis la caisse de solidarité, elle devient une caisse de solidarité entre usines, voire à l'échelle d'un métier. Mais si on en est resté qu'à ce mouvement par le bas, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont couverts. Et là va se passer donc, le Conseil national de la résistance. Son programme, le miracle, c'est qu'il soit un peu mis en œuvre, parce que sinon la gauche des beaux programmes, elle en a plein. Ambroise Croizat fait donc la sécurité sociale, mais à nouveau en s'appuyant sur les forces d'en bas, parce que c'est aux gens qui demandent de construire les premières caisses, et d'aller chercher les papiers dans les usines pour les ramener, parce que les gens n'étaient pas du tout habitués à ça. Mais jamais le Conseil national de la résistance n'aurait eu l'idée d'un système de sécurité sociale si cette utopie concrète n'était pas née dans plein de petits coins. Donc il ne faut pas regarder, opposer les deux démarches, il faut chercher les chemins qui permettent de les concilier. Et je pense que toutes les grandes œuvres, ce sont des œuvres sociales, ce sont des œuvres qui apparaissent d'abord très localisées et utopiques, et dont on se demande mais comment on va pouvoir les généraliser. Donc voilà, les deux doivent pouvoir être pensés ensemble, quoi. C'était le mot, c'était certitude, hein. C'est tout à fait le souhait. Mais donc on ne pourra pas développer plus longtemps, c'est dommage, mais tu t'es bien battu. Alors quand je dis bien battu, en tant que carnaval des possibles, je ne prends pas position, mais en termes de quantité et d'explications et autres, sur deux lois qui ont été récentes, la loi Egalim ou la loi sur l'immobilité. Tu as ce travail de député et en même temps dans ta circonscription, tu vois des associations d'usagers, tu vois des petits maraîchers qui cherchent à transformer les choses, et tu as besoin toi-même de t'appuyer sur leur propre expérience, sur leur propre dynamique, sur leur propre alternative mise en place. Oui, ou bien sur leurs échecs aussi, hein, parce que on voit des agriculteurs qui peuvent être de bonne volonté et qui, dans la transformation de leur modèle économique, c'est pas simple quand même, quand on a été habitué à faire d'une certaine manière, et que le marché est constitué de cette manière-là. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'installe en bio, moi j'ai eu un ex de cousin qui s'est installé en bio, quand on doit à la fois cultiver de manière dure, parce que le retour à la terre, ça peut broyer le dos quand même, qu'on doit faire les paniers, qu'on doit trouver le circuit de distribution, faire son marketing, et ainsi de suite, c'est pas facile. Donc c'est comment ça se généralise de manière à ce que ceux qui choisissent ça ne soient pas éternellement des pionniers. Voilà. Institutionnaliser un peu les choses. Voilà, il faut des institutions à un moment. Quand il y en a qui ont le courage d'ouvrir un chemin, derrière il faut agrandir le chemin si on estime que c'est plutôt le bon, quoi. Et le faciliter pour les suivants. Bon, on va pas refaire tout le monde. Non. On va s'arrêter là. Tu as un petit mot pour le carnaval des possibles? Non, écoutez, c'est un bon titre. En tout cas, vous savez, le carnaval, dans la tradition, c'est le moment où le bas tombe en haut et le haut passe en bas. Je pense que là, il y a nécessité d'un demi-tour, ne serait-ce que pour avoir les pieds sur terre, parce qu'aujourd'hui, les pieds ne sont pas sur terre. Donc voilà. François, on te remercie et puis bonne journée. Vous aussi, bon courage. Allez, au revoir.